Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler des contre-attaques dans le football. Mais on va pas simplement parler des contre-attaques qui contiennent plusieurs points et qui nécessitent plusieurs qualités importantes, mais on va particulièrement s'arrêter sur l'intensité, la posture et la vitesse qui sont nécessaires pour avoir une contre-attaque efficace. La contre-attaque, c'est simplement défini par la FIFA comme une action qui, pour l'équipe qui vient de récupérer le ballon, consiste à se projeter instantanément vers l'avant en alliant vitesse et intensité. Pour être efficace, une contre-attaque doit être directe et tirer parti des espaces libres dans le dos des défenseurs. J'aimerais ajouter quelques points à cette définition. Tout d'abord, c'est que les contre-attaques sont très nombreuses dans le football d'aujourd'hui. Vous vous rendrez compte, il y a énormément de phases de transition et il y a énormément de contre-attaques parce que le football est devenu un sport de plus en plus physique et il y a de nombreux moments dans lesquels une équipe récupère le ballon et peut amorcer une contre-attaque ou en tout cas faire avancer le ballon assez rapidement. Il y a deux grands types de contre-attaques, deux grandes façons de créer des contre-attaques. Il y a les entraîneurs qui attendent et qui étirent volontairement le bloc adverse pour exploiter les espaces qui seraient laissés par le bloc adverse. Et il y a d'autres entraîneurs qui utilisent une méthode entre guillemets plus simple, c'est-à-dire un pressing qui est très agressif, très physique et qui récupère le ballon dès que possible pour se projeter. Donc les deux sont pas forcément incompatibles parce qu'on peut très bien attendre que l'adversaire fasse une erreur et l'exploiter physiquement, mais on se rend compte qu'il y a quand même deux grands types qui parfois s'opposent, parfois se complètent. Une contre-attaque donc, après cette définition, on peut se rendre compte que c'est 5 principes clés. Récupérer le ballon, faire circuler le ballon rapidement, se déplacer intelligemment avec et sans le ballon, avoir une grande intensité et une grande capacité physique, et avoir une bonne qualité de dernière passe et de finition, évidemment, parce que bon, si vous la mettez pas au fond, ça serait dommage de faire 10 contre-attaques par match et pas la mettre au fond. On s'en rend compte, du coup, la contre-attaque, c'est pas uniquement des qualités individuelles ou c'est pas uniquement savoir déplacer le ballon. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, c'est sur le point précis qui est l'intensité et la posture à avoir. Vous allez voir, on va analyser quelques vidéos pour se rendre compte que dans une contre-attaque ou dans un mouvement de rapidité, dans un mouvement où ça sprint, avoir une bonne posture est important pour boucher les trous et pour boucher les écarts. Être footballeur, c'est donc être capable de limiter la casse physique et être capable d'avoir la bonne lucidité pour avoir une posture de course qui est idéale et pour pouvoir se projeter vers l'avant ou au contraire faire un retour défensif efficace. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur les postures dans cette vidéo, vous allez me demander? C'est très simple, déjà parce que vous allez le voir, il y a des postures qui sont à peaufiner, voire qui sont mauvaises chez des joueurs de très haut niveau parfois, et aussi parce que les études scientifiques, plusieurs études scientifiques que je mettrai en description, ont montré que le travail de posture et le travail d'économie de course, c'est logiquement une façon d'aller plus vite sans améliorer ses performances physiques en tant que telles, sans améliorer sa VO2 max. Ça va même plus loin puisque plusieurs études scientifiques avancent que chez les footballeurs et surtout chez les plus jeunes, les prépubères et les adolescents, il est plus intéressant de faire du travail technique, de gamme, de course à pied et de sprint, etc. sans ballon qu'avec ballon. C'est-à-dire que l'entraînement athlétique pur doit prendre une part importante de l'entraînement du footballeur et notamment du footballeur le plus jeune. C'est pas étonnant puisque finalement les capacités athlétiques sont au cœur du football. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai désigné 3 points d'intérêt pour une bonne posture. Le point numéro 1, il s'arrête sur la tête et le buste principalement. C'est-à-dire qu'on voit que le corps, il est légèrement penché vers l'avant pour Ingebrigtsen, qui est le premier coureur, mais pour tous les autres, le corps il est neutre, les épaules partent pas spécialement vers l'avant, et ça c'est important à noter. Globalement, le corps peut être légèrement penché vers l'avant, mais il n'y a pas de déséquilibre, c'est quand même plutôt neutre. Et avec ça va évidemment une tête qui est bien alignée avec la colonne vertébrale et un regard qui va droit devant. On voit que les épaules elles sont détendues et que les coudes, ça c'est le point numéro 3, sont pliés dans un angle à peu près droit et sont simples, ils se baladent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent et ils restent dans un angle à peu près droit. Donc le point numéro 3 c'est ça, c'est les coudes qui restent armés dans un angle droit et c'est le tronc qui est stable, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas emmener de partout, on est gainé, les bras servent au mouvement, servent à améliorer la course, mais on reste gainé, on se balade pas dans tous les sens, on n'est pas désarticulé. Et donc le dernier point concerne logiquement les jambes et les pieds. Déjà, on voit que les pieds des coureurs sont armés et sont forts. On voit par exemple pour le coureur qui a le point numéro 1 et numéro 3, il s'apprête à avoir une foulée qui est médio-pied, peut-être même avant-pied. En tout cas, c'est pas une foulée talon, donc c'est une foulée qui est forte. Et on remarque que la foulée médio-pied est souvent priorisée. Et c'est une foulée qui nécessite souvent une bonne cheville parce qu'on a l'impression que la plupart des coureurs de haut niveau vont talonner alors qu'ils arrivent finalement médio-pied. C'est parce que leur cheville fait un travail important. Et évidemment, il y a la jambe qui est derrière, qui est tendue, qui est forte et qui envoie un fort retour.
Ça c'est assez logique. Et donc au final, quand je décris une bonne posture, ça paraît assez logique. Mais on va voir que c'est loin d'être toujours le cas au football. Par exemple, ce qu'on remarque ici, c'est que le corps n'est pas trop mal placé pour la plupart des footballeurs. Il y a un certain alignement quand même. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des jambes arrière se baladent plutôt que d'être tendues et fortes. Et les épaules sont vraiment engagées vers l'avant. Vous allez voir, c'est un problème qui revient régulièrement chez les joueurs de football. Ici, on a le cas très intéressant d'un joueur de Gladbach qui s'écrase complètement quand il court. On voit que les jambes, etc., c'est pas trop mal, mais il baisse la tête, il regarde le sol et il s'écrase complètement quand il court et ça fait qu'il nuit à sa foulée et il nuit à sa vitesse en faisant ça. Ici, au contraire, avec le joueur de Ostende, on voit ce qu'est un joueur qui court en gardant une bonne posture. Parce que malgré le fait que le joueur prenne l'information et que la tête soit tournée ailleurs, il arrive à garder le buste droit, à utiliser ses bras et à bien placer ses jambes. Donc là, c'est franchement ce qu'on veut voir chez un joueur, c'est franchement une bonne posture et une bonne capacité d'adaptation. Clairement, c'est un exemple que vous pouvez regarder à plusieurs reprises. Ici, on voit que le joueur de Haaren a un problème similaire au joueur de Gladbach, c'est-à-dire qu'il a le dos courbé et la tête rentrée dans les épaules. Mais on voit qu'il est principalement comme ça parce qu'il cherche à démarrer et qu'un peu après, il n'a plus cette posture et il a un buste bien plus droit. Donc là, le problème est plus limité et il maintient pas son tassement tout au long de la course. Ça, c'est intéressant à voir. Parce que même s'il faut aller dans les détails, il faut se rendre compte que ne pas avoir la tête baissée et ne pas avoir le corps penché vers l'avant quand on cherche à démarrer, c'est quelque chose de compliqué, voire impossible. C'est pas pour rien que par exemple que les coureurs de 60 mètres ou de 100 mètres partent dans des starts et sont penchés au début. Mais du coup, comment expliquer ces défauts de posture chez les footballeurs ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà l'élément que j'ai cité juste avant, c'est-à-dire que c'est vrai que pour démarrer c'est quand même mieux de mettre une impulsion vers l'avant, mais le problème c'est que cette impulsion elle est souvent maintenue, la tête basse, le corps écrasé. Donc du coup ça amène à se questionner sur pourquoi les footballeurs qui travaillent quand même leur gainage, leur renforcement, courent la tête baissée, complètement écrasée. Parce que si bien évidemment parfois il y a des questions de fatigue, en fin de match c'est plus compliqué de maintenir une bonne posture et c'est pour ça qu'il faut travailler spécifiquement la posture, ça n'explique pas tout. Quand on voit certains footballeurs qui courent la tête baissée, le corps écrasé au bout de 30 minutes de match, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est tout simplement que les footballeurs sont vraiment habitués à avoir un référentiel qui est le ballon. Donc le ballon est au sol, donc eux regardent régulièrement le sol et s'écrasent parfois même vers le ballon. En fait, finalement, on a des différences entre les joueurs qui font que certains ont des bonnes capacités athlétiques en tant que telles et savent changer leur posture selon les situations, alors que certains ont surtout été habitués à jouer avec le ballon, à se mouvoir avec le ballon, et lorsque le ballon n'est plus là, ils ont la même posture, donc ils sont pas capables de changer leur posture, et là c'est encore plus important de la travailler parce qu'on s'en rend compte. Un changement de posture, ça permet de gratter des mètres ou des secondes selon ce qu'on mesure, et c'est vraiment important dans le football d'aujourd'hui, où les contre-attaques et les phases de transition, il y a des footballeurs qui courent dans tous les sens, sont vraiment une partie importante, si ce n'est selon les équipes majoritaires du jeu. Donc maintenant qu'on a posé toutes ces questions et qu'on a répondu surtout à toutes ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce que bien courir, comment bien courir, pourquoi certains courent mal et ainsi de suite, la dernière question qu'on peut se poser c'est comment améliorer tout simplement sa façon de courir, comment améliorer sa posture. Donc pour répondre à cette question, je ferai une vidéo plus complète parce qu'il y a énormément d'exercices qui sont possibles et il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Néanmoins, je vais vous donner les 3 grandes clés qui permettent d'avoir ce que j'appelle une posture astucieuse. Pourquoi une posture astucieuse ? Parce que tout simplement, il n'y a pas une seule bonne posture. La posture déjà, elle vous correspond. Elle correspond à votre physiologie, à votre corps, à votre façon de courir. Mais la posture, elle correspond aussi à la situation. Donc le but, c'est d'acquérir un grand panel de mouvements, un grand panel de capacités et de savoir les utiliser au bon moment. Donc quels sont ces 3 points ? Déjà le premier point, c'est tout simplement beaucoup courir. Et quand je dis beaucoup courir, il n'y a pas besoin d'aller courir 100 km par semaine, mais il faut courir régulièrement et il faut courir dans des situations différentes. Par exemple, il faut courir suffisamment longtemps. Je pense qu'un joueur entraîné peut largement courir de 45 minutes à 1 heure. Il faut aussi courir lentement, parce que quand on fait des sorties longues, il n'y a pas d'intérêt à courir à 15 km/h, il faut plutôt courir vers 10 à 12 km/h, c'est-à-dire de 6 à 5 minutes par kilomètre. Il faut aussi courir en côte, il faut aussi courir sur des terrains qui sont non stabilisés, voire sur des terrains qui sont difficiles, par exemple des terrains un peu boueux, etc. Pour les footballeurs amateurs, ce que je conseille à l'hiver, c'est souvent d'essayer d'aller faire un cross, tout simplement parce qu'un cross c'est difficile, en tout cas en Europe, parce que c'est très boueux et c'est intéressant de faire ça. Il faut aussi essayer de courir
pour les joueurs les plus expérimentés avec des poids, avec des parachutes et ainsi de suite. Le deuxième point qui concerne particulièrement les joueurs amateurs, c'est de se renforcer comme il se doit. C'est-à-dire que la plupart des joueurs amateurs renforcent qu'une seule partie de leur corps sans tout renforcer. Ils vont faire les jambes sans faire le haut, ou pire, ils vont faire par exemple les quadriceps sans faire les ischio-jambiers. Et ça, c'est une chose qu'on répétera jamais assez. Faites l'ensemble de votre corps et travaillez bien tout. Le muscle principal, entre guillemets, et le muscle antagoniste. Et il y a plusieurs façons de se renforcer. Vous pouvez faire ça tout simplement en concentrique, vous pouvez faire ça en pliométrique, vous pouvez faire ça en utilisant la méthode bulgare, et ainsi de suite. Utilisez la méthode qui vous correspond, la méthode qui cible le plus vos facilités mais aussi vos défauts, et allez-y progressivement. Et enfin, le point essentiel qui est bien trop sous-coté, c'est de travailler sa posture avec des exercices d'athlétisme, c'est-à-dire de façon athlétique comme je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'il faut faire des gammes, mais il faut faire des gammes qui sont qualitatives et des gammes qu'on travaille bien. Il faut que le pied soit armé, il faut que le genou dirige le mouvement dans la plupart des gammes, il faut qu'on soit aligné. Et donc ça, il y a plein de façons de le faire. Déjà, c'est en suivant des exercices de gamme. Là, par exemple, je vous mets à l'écran la vidéo sur les gammes d'Hassan Shadi, qui est un coureur de très haut niveau. Si vous disposez du matériel ou que, par exemple, votre club de foot est au même endroit qu'un club d'athlétisme, ce qui arrive parfois quand il y a une piste autour du stade, vous aurez peut-être accès à des haies. Donc là, les haies, c'est très très intéressant pour tout simplement venir améliorer sa posture et travailler sa posture sur des haies. Enfin, si vous êtes un parent et que votre enfant est jeune, qu'il a 10 à 15-16 ans, le mieux c'est peut-être même de le mettre dans un club d'athlétisme. Franchement, ça peut faire des sacrées différences à ces joueurs-là. Vaut mieux toucher un grand panel de qualité que de se concentrer exclusivement sur le football trop tôt, ce qui limitera le développement, on le voit finalement, de beaucoup de footballeurs qui ne savent pas courir sans ballon. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc là, voilà les 3 grands points. On rentrera plus en détail dans une autre vidéo sur ces points. Je vous dis à très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. Tchuss!